Bonjour à tous. t'en Ça commence. Elle était sur un 4 sur 4 quand même. On a une émission à Bienvenue tenir, dans s'il vous une plaît. On peut pas nouvelle jouer au émission basket. de Squeak Show by Tony Parker. Leslie est en feu, j'avoue. C'est plus Leslie Boitrel, c'est Liza Leslie. Hey, Liza Leslie. Bon allez, on y va. On reviendra pour le horse après. On reviendra. On a un petit sujet sympa. Ouais. De quoi on parle? NBA Cup, ça NBA vous Cup. dit? Ouais. Ça vous dit, toute première édition de ce tournoi dans la saison. Est-ce que ça vous branche ou pas? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que ça va apporter un petit piment supplémentaire dans une saison où tu nous disais la dernière fois, Stephen, il y a pas mal de matchs en bois dans la saison. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui arrive là? Moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve que ça va mettre un peu de piment dans la saison. Ça va redonner une énergie. Quand on l'a évoqué la dernière fois, une saison qui est quand même longue, c'est un marathon. Et ça me fait penser à nous, toute proportion gardée. Quand on fait la Leaders Cup, je sens dans notre équipe que les gars, ils sont motivés. Là, c'est bon, il y a 3 matchs, 3 jours, tu peux gagner un trophée. Ça donne une motivation parce qu'à la fin de la journée, on a envie de jouer pour des trophées. Et donc, d'avoir ce système-là mis en place en NBA, je trouve que ça mérite qu'on lui donne une chance. En plus, ça va être à Las Vegas. On sait très bien que la NBA pousse énormément pour avoir une franchise à Las Vegas. La dernière fois que moi j'étais allé à Vegas, c'était pendant l'All-Star Game 2007. C'était la folie. Alors, j'imagine même pas sur une NBA Cup où tu peux gagner un trophée. Je pense qu'il va y avoir une super ambiance. Écoute, le concept est bien, le concept est sympa. Alors, à la Vegas, c'est juste le Final Four, hein, c'est les demi-finales, C'est la finales. finale, Sinon, les matchs, c'est pendant la 9 saison décembre. régulière au mois de novembre. C'est 6 poules de 5 équipes, 3 poules de conférence Ouest, 3 poules de conférence Est. Ça peut remettre de l'intérêt. Je pense que c'est un des remèdes pour continuer à intéresser les gens sur cette saison régulière qui est très longue. Ça rajoute pas des matchs, si ce n'est les 2 finalistes qui vont jouer un 83e match, le finaliste et le vainqueur. Ça marchera pour moi si les joueurs se l'approprient. Si pour eux c'est important, après les fans, les supporters, les gens à la télé, ils vont kiffer. Mais il faut que les joueurs jouent le jeu. Là où ils ont été bons, c'est qu'il y a un petit prize money. Je crois qu'il y a 500 000 $ par joueur pour l'équipe vainqueur. Alors, on peut penser qu'avec les contrats à 40 millions… C'est quoi pour, Alors oui, pour les superstars, c'est pas grand-chose. Mais pour le 9e, 10e, 11e ou 12e contrat qui font partie des rosters, parfois, c'est un quart ou un cinquième de leur salaire. Donc, pour eux, ça va être important. C'est une belle carotte. Mais c'est un moyen comme un autre, parce que Adam Silver est quand même quelqu'un de très intelligent. On l'a vu avec le load management, il s'est laissé piéger par le load management, il a mis une règle en place. Il commence à comprendre que la saison régulière, parfois, elle est un peu longuette et qu'il y a des matchs qui servent à rien. Donc, il tente des choses. Alors, bien sûr, c'est une nouveauté. Comme toutes les choses qui sont nouvelles, parfois, tu as des gens réticents, tu as des gens qui ne sont pas convaincus et qui ne sont pas satisfaits. Moi, je demande à voir. Ça peut m'intéresser, des matchs à enjeu. Et tu l'as dit avec la Leaders Cup, ça met des objectifs. Il faut que les mecs aient envie de gagner ce trophée-là. Après, ça sera un trophée neuf. Donc, forcément, ça n'aura pas la même importance que le Larry O'Brien Trophy de champion NBA. Est-ce qu'on va moquer les équipes qui vont gagner et qui vont peut-être lever une bannière en disant on a gagné la NBA Cup pour les Clippers? Ça leur ferait du bien parce qu'il n'y en a pas pour les Lakers. Pour les Lakers, ils ont déjà un paquet. Donc, je ne sais pas si… Écoute, ça se tente. Moi, je trouve que ça mérite, en tout cas, qu'on lui donne une chance. Et après, on verra. Mais je suis d'accord avec toi que l'importance de cette compétition, de ce trophée, va dépendre de l'énergie que les joueurs vont mettre dans cette compète et leur envie de gagner ce trophée. Ce qui est bien, c'est que, comme tu l'as bien expliqué, ça ne rajoute pas de matchs, sauf pour vainqueur finaliste, mais les matchs qui vont compter pour cette Cup, au moins ces matchs-là, pendant la saison régulière, peuvent avoir leur importance si tu prends sérieusement et que tu veux vraiment gagner cette coupe. Je me rends compte que Alain Béral a influencé Adam Silver avec la Leaders Cup. On va mettre justement les meilleurs joueurs. Est-ce qu'on va risquer d'en blesser dans ce genre de compétition-là ou non? Je pense que tout le monde va jouer. Ouais, moi, je pense que tout le monde va jouer, parce que c'est des matchs de saison régulière. Donc, il faut que tu les gagnes pour avoir une meilleure place en play-off. Et après, il faut que tu les gagnes si tu veux avoir une bonne place pendant la Cup. Donc, c'est à double enjeu maintenant, ces matchs de saison régulière. Donc, moi, je pense que les stars vont jouer. Et en plus, ils ont mis la nouvelle règle. De toute façon, ils ne veulent pas que les stars soient sur le banc trop de matchs parce que ça commence à avoir des enjeux phénoménals. Donc, voilà, moi, je pense pas. Et puis en plus, il y a une nouvelle règle aussi cette année, c'est que pour prétendre à un trophée de défenseur de l'année, 6e homme de l'année ou la meilleure progression, il faut avoir joué un minimum 65 matchs cette saison. Tu sais que même les sponsors, maintenant, ils imposent ça. Ils mettent maintenant dans les contrats que tu joues au moins 60 matchs. Si tu veux toucher des très, très grosses primes, c'est énorme, il faut que tu sois All-NBA Third Team, All-NBA Second Team. Donc, même autour de la NBA, donc les équipementiers,
il joue le jeu et il force les joueurs à signer des contrats comme ça. Ce qui fait que tu es obligé de jouer. Si tu veux jouer et gagner ces primes-là, tu es obligé de jouer 65 matchs. Donc là, 65 matchs. Si tu avais eu l'opportunité dans ta carrière de jouer ce genre de compétition-là? Ouais, moi je trouve que c'est sympa. Moi je joue pour gagner des trophées. Moi je jouais pour gagner des trophées. Donc moi s'il y a un joues trophée... pas pour perdre toi. Exactement. Donc moi s'il y avait un trophée à gagner, c'est sûr que j'aurais été motivé. Et je pense que tu les aurais pris aussi quand même. Ah bah ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand tu as dit tout à l'heure, c'est rien, je lui dis attends. Oui, quand même. Non, mais attends. c'est vrai que. En fait, ici, elle est blindée, gros. Je sais pas son contrat, mais elle doit être big time pour dire que 500, c'est rien. Imaginez pas. Non, mais c'est sûr que 500 000 euros pour des superstars, voilà, c'est pas ça qui va les motiver en tous les cas à aller se. Méfie-toi, parce que plus tu gagnes d'oseille, plus tu t'en veux. Je parle pas pour moi, parce que je gagne pas beaucoup. Mais... En tout cas, il va falloir du temps. Enfin, c'est Aldem Seol qui disait pour que ça devienne aussi une tradition. Non, mais il faut que ça vienne des joueurs. Pour revenir sur ce que Stephen il disait, il faut que ça vienne des joueurs et ils ont cette envie. Et dans les interviews, parler de ça, en disant on veut prendre ce trophée. Et comme ça, et ça va prendre du temps, parce que là, c'est la première édition, donc ça va prendre un peu de temps. Mais nous, quand je vois, toute proportion gardée, bien sûr, quand je vois avec l'Asvel, comment nos joueurs, ils sont motivés pour aller chercher une Leaders Cup, je me dis qu'à terme, peut-être, ça peut marcher avec la NBA. Est-ce que Pop, qui est un coach un petit peu à l'ancienne, qui a du mal, non, il s'est ouvert, parce que même s'il a beaucoup critiqué la NBA d'aujourd'hui avec le tir à 3 points outrance, en disant que bon, c'était un peu de l'abus, même si lui, forcément, il a été obligé de s'y mettre aussi. Ouais, est-ce que ce genre de nouveauté, lui, ça lui plaît, tu crois, à Pop ou... Franchement, je pense qu'il s'en fout, réellement. Mais après, je pense que par rapport à l'équipe qu'il a maintenant, une équipe qui est quand même très, très jeune, ça peut servir d'expérience, de jouer des matchs à enjeu avant the real thing, comme on dit, le vrai truc en play-off. Mais bon, et après, ils auront encore un peu de temps, je pense, avec les play-offs. Mais pour son équipe, toute expérience est bonne à prendre, je pense. Pour Victor, on sait que c'est une année importante. Toi, tu as été rookie, tu n'as pas été numéro 1 de draft, mais tu as quand même eu cette pression. Comment on gère une année rookie? Parce que lui, il arrive de Betclic Elite, du championnat de France. Il n'a pas joué de Coupe d'Europe. Donc, il n'a pas fait des voyages, il n'a pas eu de décalage horaire, il n'a pas été dans les avions en permanence, il n'a pas joué 82 matchs d'une saison régulière. Comment on gère tout ça quand on a 19 ans pour une première saison? C'est pas facile. Tu sais, tu as cette fameuse expression qu'on dit aux États-Unis de rookie wall. Et moi, je l'ai bien pris. Parce qu'il n'y a pas de championnat qui peut te préparer en fait, pour la NBA. Et donc, moi, je n'avais pas fait plus de 30 matchs. Tu sais, je jouais au PSG, on avait la Coupe Saporta, mais on avait dû faire, je sais pas moi, 4-5 matchs max. Et donc, j'avais fait max dans ma vie 35 matchs peut-être dans ma vie, une saison. Et là, tu arrives en NBA et au début, tu es chaud comme la braise, tu as beaucoup d'énergie. Donc ça explique ce que c'est pour les gens, le rookie wall. C'est vraiment… parce qu'en fait, tu commences et ça fait que 2 mois que tu es en NBA et tu as déjà joué 40 matchs. Tu as déjà fait autant de matchs que toute ta vie, ce que tu as connu, ton corps, ce qu'il a connu, tu l'as déjà fait en 2 mois en NBA. Et donc, moi, je me rappellerai toute ma vie en janvier, février, mais je mettais plus un pied devant l'autre. J'étais tout le temps fatigué. Tu sais, c'était dur, quoi. C'était dur d'enchaîner tous les 2 jours, tous les matchs. Et au-delà des matchs, c'est les voyages aussi. Tu sais, de voyager partout, les décalages horaires. Parce que quand même, entre New York et LA, tu as 3 heures de décalage. Et 3 heures, c'est quand même beaucoup quand tu voyages à 1h du matin, 2h du matin, tu arrives, en fait, il est 5h du matin et ça joue sur les organismes. Et la première année, je ne connais pas un rookie qui n'a pas ressenti ça, c'est normal. Et donc, c'est clair. Comment tu as traversé ça, toi? Comment tu as géré du coup? Tu essaies de rester positif et puis tu fais comme tu peux. Tu fais le dos rond et tu essaies d'avancer. Que les autres sont passés par là, donc c'est une phase logique et normale. Et après, vers mi-mars, fin mars, après, c'est comme si ton corps, tu sais, il s'était habitué et tu as un regain d'énergie. Et je me rappelle, après, en play-off, je jouais contre Seattle, contre Gary Payton, qui était considéré comme le meilleur meneur de la NBA. Et là, j'avais une énergie, mais de malade, quoi. Et c'est marrant comment j'ai vraiment senti ça. Au début, tu es chaud comme la braise. Et après, janvier, février, c'est mon frère qui jouait, mon cousin. C'est Titi qui jouait, c'est sûr que Pop, il n'a pas dû être content. Non, mais je me rappelle, j'étais en train de m'étirer et Pop, il vient et j'avais enchaîné, je sais pas moi, 5, 6, 7 matchs de merde. Et il vient et il me fait « Don't worry, welcome to the rookie wall. » Tu sais, on sait quoi, on sait que ça va arriver, quoi. Il va être confronté à ça.
quelles autres difficultés, toi, tu as rencontrées dans ton année rookie? On sait que lui, les attentes sont énormes autour de lui, donc ça va être vraiment compliqué à gérer. Bien sûr, moi, j'ai pas connu ça. J'avais de la pression, mais pas à ce niveau-là. Là, Victor, il va avoir des attentes qui sont, pour moi, hein, irréalistes, quoi. C'est irréel ce que les gens, comment ils parlent de lui. Le talent, il n'y a rien à dire. Et moi, je suis sûr qu'il va avoir une super carrière. Mais de dire dès la première saison, moi, je pense qu'il sera Rookie of the Year, mais de dire qu'il va être All-Star, comme un Duncan, tout ça, je trouve que c'est une pression qui n'est pas nécessaire, quoi. Après, s'il est All-Star, Donc lui, se tant met trop mieux. de pression? Non, moi, je ne parle pas de lui. Ah. Moi, je parle des attentes des gens. Non, lui, il faut qu'il se concentre sur lui. Lui, il faut qu'il ait ses propres attentes. Tu ne peux pas te prendre la tête et faire attention à ce que les gens pensent que ce que tu pourrais faire et tout ça. Toi, en tant que joueur, et je suis sûr, je connais bien Victor, il a ses objectifs, il sait ce qu'il veut, il ne fait pas attention à tout ce qu'il y a autour. Lui, il a ses attentes, il sait. Il a déjà parlé de play-off. Hein. Non, mais il connaît ses forces et tout ça. Il rêve en grand, il a parlé de playoff, il a parlé de titre NBA, de ça. Mais il va falloir être patient, ça c'est sûr. Parce que à la différence d'un Duncan, tu vois, Victor, il arrive dans une équipe où l'équipe, elle est jeune. Oui. Il a pas des stars avec lui. Duncan, il a eu de la chance, entre guillemets. 2 ans avant que Duncan arrive, ils étaient en demi-finale de conférence, finale de conférence. Enfin, c'était une équipe, ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient en playoff, d'accord ? Et tu avais un joueur qui s'appelait David Robinson, qui était MVP de la NBA quand même en 95. Et donc après, il commence la saison 96 et au bout de 6 matchs, il se casse le pied. Donc il loupe toute la saison. Donc les Spurs terminent dans les derniers. Tu as la boule, la draft. Pour ceux qui ne connaissent pas la draft, c'est une petite boule, c'est la loterie. Et si tu prends la boule numéro 1, tu as le numéro 1 de la draft. Les Spurs, ils n'avaient rien à voir. Normalement, ils ne devraient pas être dans cette loterie de draft lottery. Parce que normalement, les Spurs, c'était déjà une bonne équipe. Si Robinson ne se blesse pas, ils sont. Si Robinson ne se blesse pas, ils sont en playoff. Duncan n'est pas aux Spurs. Le destin, là, c'est comme ça. La boule, il tire le premier choix de la draft. Et donc, tu as une équipe qui était déjà en finale de conférence ou demi-finale de conférence qui tire le premier choix de la draft. Et comme par hasard, c'était là, c'est Tim Duncan. Donc, quand même, Duncan, il arrive dans une équipe où les Spurs étaient déjà très, très forts. Donc, ils font une super saison. Et comme il joue bien, qu'il est dans le 5 et qu'il a des bonnes stats, il est All-Star dès sa première saison, 97-98. Donc, Victor, il n'arrive pas dans les mêmes conditions. Quelle équipe, justement, il n'a pas de David lui, Robinson, il n'a pas de Sean Elliott, il n'y a pas de même Avery Johnson même. Oui. C'est pas la même équipe. Il Quoi. arrive dans une équipe qui Donc, a c'est pas pour de ça match. que je trouve que là, les Spurs fans, ils attendent à que Victor fasse comme Duncan, mais ce n'est pas le même contexte. Donc, c'est juste ça que moi, des fois, ça me fait un peu peur parce que moi, j'adore Victor. Il est venu à Lasvel. Je suis trop content de tout ce qu'il a fait avec nous. On a été champions ensemble. J'adore la famille. J'ai encore le petit frère qui est chez moi à l'académie. Enfin, c'est une super famille. Moi, j'ai envie qu'il réussisse. Je sais qu'il avait envie d'aller aux Spurs. J'espère que les Spurs fans, ils seront patients parce qu'à un moment donné, pour faire une carrière à la Duncan, à la LeBron James, comme tout le monde, les prédictions des spécialistes pour Victor, ça prend du temps, quoi. LeBron James, il n'est pas allé en playoff tout de suite. Hein. Puis il n'a pas gagné son premier titre avant 2012, hein, 8 ans après. Giannis, 8 ans après. Michael Jordan, qui est pour moi le meilleur joueur de tous les temps, a mis 8 ans pour gagner son premier titre. Et LeBron est parti pour gagner son titre. Il est parti Ouais, exactement. avant d'être gagné. Et Jordan et Giannis, ils ont mis 8 ans. Enfin, c'est long, quoi. Donc, que Victor dise je veux gagner un titre NBA, c'est génial qu'il pense comme ça. Enfin, moi, j'adore, moi. Mais après, ça va prendre du temps. Avoir quoi. l'ambition de viser les playoffs dès cette année, est-ce que c'est réaliste? Il peut avoir l'ambition, bien sûr. C'est comme moi quand, Non, mais est-ce que là, avec est-ce que Stephen, là, tu vois les la dernière Spurs fois en qu'on a playoff fait ou le pas? show, il disait mais Tony, est-ce que tu es sérieux quand tu dis tu vas faire top 8 Euroleague? Bien sûr que je le pense. Parce que si tu veux réussir quelque chose dans ta vie, la première personne qui doit y croire, c'est toi-même. Ça commence avec toi-même. Si toi, tu n'y crois pas, tu ne pourras pas influencer les autres. Parce que lui, ça va être le leader. Il va falloir qu'il fédère tout le monde autour de lui. Donc, si lui, il ne parle pas de play-off, comment tu penses que Mais cette toi, équipe- d'un point de vue extérieur, est-ce que tu D'un point de vue vois les extérieur, Spurs bien en sûr que ça play-off? va être très difficile. Bien sûr. Bien sûr. Tu peux dire non, ils ne vont pas le faire. Je le dis à ta place, moi. Non. Moi, c'est pas possible, playoff. Non, moi je dirais pas, parce que la NBA, ce qui est bien avec la NBA, c'est que des fois, tu peux avoir plein de blessés, Stephen, tu sais pas, il y a la NBA, il peut se retrouver à avoir plein de blessés, À l'Ouest, des équipes. à l'Ouest, Attends, il y a laisse-moi beaucoup finir mon point. Des équipes qui se blessent et qu'ils ne vont pas en playoff. Golden State, ils perdent Stephen Curry et Clay et ils ne sont pas en playoff.
et ils arrivent par miracle à être dans le play-in. Play-in, tu gagnes un match, 2 matchs, tu peux être en play-off, ça peut aller très très vite. C'est pour ça que je ne dirais pas jamais. Alors, je t'ai donné beaucoup de si, je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je dirais pas. Je dirais pas jamais. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé en NBA qu'il y ait une tornade. Il est arrivé que David Robinson se blesse pour toute une saison. Après, ça arrive. Après, à l'Ouest, c'est la jungle. Il y a beaucoup d'équipes fortes. Il arrive dans une équipe qui a gagné 22 matchs, qui est encore très jeune. Les Trey Jones, les Devin Vassell, les Keldon Johnson, c'est très jeune. Pop, il sait très bien. Ça fait combien de temps qu'ils ne sont pas fait les playoffs, les Spurs? Ça fait 5 ans, je dirais. Ça commence à dater. 2023, la dernière fois, c'était quoi? 2018. C'était avec Desmar, je crois. Je crois 2018, je crois. Ouais, ça va être ça. Et moi, je les vois gagner une progression de 10 victoires ou 12 victoires en plus, à 31, 32 victoires. Et c'est bien. LeBron, c'est ce qu'il a fait. Il a gagné 10 ou 12 Et déjà, s'il fait ça, c'est énorme, déjà. Mais déjà, c'est énorme. C'est déjà énorme. C'est énorme parce que Victor, Tony a dit, il a énormément de qualité, il est fantastique. Mais quand tu es numéro 1 de draft, ça veut dire que tous les soirs, à son poste, il y a un mec qui va vouloir lui casser la bouche. Quoi qu'on en dise, Victor Wembanyama, premier choix de draft, welcome to the league, ils vont vouloir lui casser la bouche, montrer ce que c'est. Ensuite, est-ce que Pop va le gérer? Est-ce qu'il va jouer tous les matchs? J'ai du mal à y croire aussi parce qu'on connaît Pop et la gestion. Il y a sa séquence incroyable avec Tipeee où il dit « J'ai joué que 25 minutes, laisse-moi jouer, tu te rappelles avec le truc ?» Pop, il va vouloir le gérer parce qu'il sait qu'il a un diamant brut qui doit encore travailler sur son corps et il veut pas le péter, il veut pas le cramer. Et tu as Jeremy Sohan qui est sur le banc, qui est sur sa deuxième saison aussi. C'est une équipe qui a tout à découvrir, en fait. Donc, quand tu vois les équipes de l'Ouest, les Suns, les Warriors, il y en a tellement, Denver qui est champion NBA en titre, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Maintenant, gagner, progresser. En fait, on veut voir les Spurs progresser. Après, les fans, bien sûr, qu'ils ont été sevrés, ils ont été gavés de titres avec Tipeee et ils ont été sevrés depuis X années. Donc là, ils revoient Tim Duncan en Victor Wembanyama. Ils revivent. Mais il a rappelé le contexte. L'équipe des Spurs, quand Duncan arrive, c'est une belle équipe de basket. Ce que ne sont pas encore les Spurs. Il ne révolutionnera pas tout en une fois. Sur les difficultés de l'année de rookie, je reviens dessus. Le fait de découvrir aussi un pays comme les États-Unis, tu nous parlais du jet lag et tout, et à quel point ça peut te perturber aussi, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec… il va avoir un temps d'adaptation. Il n'a jamais autant voyagé, comme n'importe quel rookie qui arrive en NBA. Et en plus, l'année dernière, il n'a pas fait de Coupe d'Europe. Donc, en fait, il est tout le temps resté en France pour pouvoir travailler sur son corps, parce qu'il a encore plein de choses encore à développer. On n'a jamais vu un corps comme ça. Il est unique. Donc, ça demande des circonstances et des adaptations uniques. Mais là, en NBA, tu ne vas pas avoir le choix. Tu es obligé de voyager beaucoup. Tu as des longs voyages. Après, San Antonio, c'est bien, on est au milieu. Donc, ça va, tu vois, par rapport à East Coast, West Coast. Mais ça va faire quand même… il va avoir quand même un temps d'adaptation. Il y a un autre point que je voudrais aborder. Toi, tu as été rookie, alors tu n'avais pas le même contrat que Victor. Comment se passent les paiements en NBA? Et quand ton premier salaire arrive sur ton compte en banque, est-ce que tu te dis waouh, est-ce que ça change quelque chose? Moi, toute proportion gardée, lui, il va gagner plus de 10 millions comme il est premier choix d'arbre, donc c'est même pas comparable avec moi. Moi, j'ai gagné 800 000 à l'époque, tu vois, donc c'est même pas comparable. Mais quand j'ai eu mon premier chèque, entre mon chèque des Spurs et mon chèque du PSG, il y a une grosse différence, tu vois. Et là, il faut avoir la tête sur les épaules. J'ai eu un waouh, bien sûr que tu as un waouh. Quand tu arrives et que tu as autant d'argent qui arrive sur ton compte en une seule fois, c'est n'importe quel humain. Tu fais waouh. Et en plus, le chèque, il arrive toutes les 2 semaines. Tu as un waouh. Tous les 15 jours. Et là, tu as ton banquier de la Banque Populaire. C'est super ce qui se passe. Il y a beaucoup d'argent. On fait quoi avec tout ce cash? Tu m'étonnes. Ouais, la NBA. Il faut être hyper bien accompagné. Et c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui partent en vrille et qui, tu sais, ils n'ont plus la tête sur les épaules. Et puis après, en plus, quand tu as tout ça, il faut gérer la famille, il faut gérer les amis. C'est ça. Et tout le monde change autour de toi. Les nouveaux amis. Tout le monde change autour de toi. Parce que toi, tu as beau ne pas changer, les gens autour de toi, ils changent. Ils ont un autre regard. Ils ne te regardent plus de la même façon, ce qui est normal. Tu as un autre statut, tu es en NBA, tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux faire ce que tu veux. Donc, à un moment donné, il faut… Et j'espère, et en tout cas avec Victor, ça c'est sûr, avec la famille qu'il a eue, ça j'en suis sûr, et il faut avoir cette éthique de travail et cette discipline qui fait que malgré tout l'argent que tu gagnes, ça ne va pas te monter à la tête. Tu restes sur tes objectifs que tu veux. Moi, personnellement, je voulais marquer l'histoire de mon sport. Je voulais devenir le premier meneur européen à réussir en NBA. Et moi, ça n'a jamais changé. Malgré tout l'argent que j'ai pu gagner ou être le sportif français le plus payé pendant, je sais pas moi, 10 ans de suite, ça m'a jamais perturbé, quoi. Autre point, est-ce que tu crois que Pop, qui a été très dur avec toi,
peut l'être aussi avec Victor. Ouais, parce que moi, je pense que Victor, tu peux le coacher. Je pense pas que… Parce que moi, je l'ai vu avec Lasvel. Et ça ne sera pas le genre de star, superstar, que tu ne peux pas parler, que tu ne peux pas coacher. Moi, Victor, il a envie d'être coaché, il a envie de progresser, il a envie d'être un des meilleurs de tous les temps. Et je pense que Pop pourra le coacher comme il a coaché moi, comme il a coaché Tim Duncan. Ouais. Tu veux dire que des fois, Victor, il va rentrer chez lui, il va avoir les larmes aux yeux. Alors, je ne sais pas s'il ira jusque comment moi il est allé avec moi, parce que moi, j'étais, c'est Duncan qui le dit très bien au Hall of Fame, que le pire joueur qui a eu le coaching dur de Popovic, c'est moi, c'est clair. Moi, c'est abusé ce qu'il a fait avec moi. Alors, je ne sais pas s'il ira à ce niveau-là, mais même s'il va au niveau de Duncan, déjà, oui, il va s'en rappeler. Solide. J'espère qu'il est solide, Victor. Mais il l'est. Il est prêt. Ouais. Ouais, s'il y a un truc qu'il est prêt, c'est son mental. Mentalement, il est très très bien. Et est-ce que toi, tu es prêt à jouer au billard? On se fait un petit billard? Allez, petit Let's go. billard. Allez. C'est parti. Billard, mais nouvelle règle. Nouvelle règle. Ok. Nouvelle règle. Ok. Il faut rentrer la boule numéro 11 ici. Ok. C'est toi Après, qui fais les règles. au moins une bande. Une bande, donc ok, très bien. Une ou plus. Ouais. Il faut au moins une bande minimum avant de rentrer là. Très bien. Donc c'est vois toi pas. qui commence? Non, qui veut commencer? Vas-y, je vais essayer. Allez, vas-y. Et pourquoi tu l'as mis au milieu comme ça? C'est juste un jeu que tu as inventé? Exactement. D'accord. J'ai brainstormé pendant 3 semaines. Non, j'ai pas assez mis des filles. Allez. Non, pas bon. En tout cas, t'es pas le goat du billard. Non, ça c'est sûr. Moi, j'ai rien compris. Et le goat du tennis, c'est qui? Tiens, on va parler d'un sport qui me fait kiffer. Parce que tu dis que partout, tu adores le tennis et tout. Mais moi, c'est mon premier sport, le tennis. Padel, je suis au tennis. Et moi, c'est machin. mon premier sport, Attends, le mais tennis. Il va falloir vraiment qu'on lance un truc, c'est vous faire un match de tennis tous les deux. Avec pour voir plaisir. si vraiment Avec plaisir. t'es bon au tennis ou Alors. ça parle beaucoup, Stephen. Ça parle beaucoup, c'est vrai, effectivement. Ça parle beaucoup. Mais moi, j'ai un grand respect pour la carrière de Tipeee et j'ai pas envie de lui dégrader sa réputation. C'est ça mon grand souci. C'est ça mon grand souci. Bon, t'es team Djoko ou t'es team Nadal ou t'es team Federer? Alors moi, pour moi, pendant très longtemps, tu me fais une Ali là. Oh, C'est pas bon. énerve. Non, regarde, l'ai touché. Ah, tu l'as touché ça. C'est catastrophique. Mais je n'ai jamais joué avec des bandes, les garçons. Moi, Bon, pour C'est compliqué. terminer, le meilleur joueur de tous les temps, pendant très longtemps, c'était Roger Federer. Pour moi, il n'y avait pas photo par rapport à la classe et par rapport à comment il jouait. Pour moi, c'est la définition de la classe. Mais c'est vrai que ces 2 dernières années, avec tout ce que Djoko a gagné, parce que… Mais pour vous, c'est quoi le GOAT? Est-ce que c'est forcément pour moi, un palmarès avec pour le moi, plus de il titres y a ou est-ce que plus c'est quelqu'un d'arguments. qui a marqué l'histoire de son sport? C'est ça Mais il a fait les deux, Djoko, là. Parce que déjà, il a le plus de grands chelems, mais au-delà d'avoir le plus de grands chelems, il a le record de numéro 1 mondial le plus longtemps. Il a les records dans tous les Master 1000, tout ça. Enfin, il a tellement de records. C'est quoi l'argument pour toi pour dire que Roger, c'est encore le meilleur de tous les temps pour toi? T'es prêt? Ouais. T'as un peu de temps devant toi? J'ai un peu de temps. C'est pas mon argument, c'est mes arguments. Alors déjà si on s'arrête, bien sûr au palmarès, T'arrêtes bravo. pas de jouer en revanche. Bravo, c'est à Tony. Allez. Si on s'arrête au palmarès, Novak Djokovic, bravo, 24 grands chelems, t'es le plus grand. Mais pour moi, ça suffit pas. Pour moi, c'est le GOAT. Qu'est-ce que tu as fait dans ton sport? Est-ce que tu as fait grandir ton sport? Quelle influence, quel impact tu as eu, en l'occurrence, sur le tennis? Pour moi, Roger Federer a fait grandir le tennis, a fait devenir le tennis de popularité mondiale. Il a fait venir, il a rempli des stades et des stades et des stades. Il a fait lever des gens la nuit pour voir les matchs. Celui qui a inventé le tennis, il a pensé à Roger Federer. L'esthétisme sur le court, ce que tu dégages, quel sentiment tu dégages auprès des gens. Il a ce sentiment de facilité, de voler sur le court. La gestuelle, elle est parfaite. Il n'y a pas une goutte de transpiration. Il y a aussi ce côté des coups sortis de nulle part, que n'a pas Novak Djokovic. Novak Djokovic, pour moi, est trop robotique. Me laisse insensible. Quand je regarde Novak Djokovic, grand respect. Fantastique joueur, mais me donne pas d'émotion, me donne pas de sensation. Voilà pourquoi l'amour du peuple. Je crois que Djokovic, c'est le premier numéro 1 mondial et un mec qui a gagné 24 grands chelems que j'ai vu sur les plus grands cours de tennis avoir le public contre lui. Il ne fait pas l'unanimité, Novak Djokovic. Federer, tout le monde est pour lui sur une finale. Nadal, tout le monde est pour lui sur une finale. Ouais, mais à l'époque, Federer-Nadal, c'était pas le cas. C'était Federer. C'était Federer. C'était Federer. D'accord, Mais Nadal, il Novak est venu il fait briser. l'unanimité que depuis que Federer est parti. Novak est venu briser une histoire d'amour entre Rafael Nadal C'est et une love Roger story. Federer.
C'est ces deux garçons-là qui ont permis à Novak d'être ce qu'il est. Moi, au-delà des titres, je veux de savoir ce façon, que tu as laissé comme influence et comme héritage. Il n'y a pas de laissé... Novak sans Roger et Nadal. Exactement. Sûr, parce qu'il les a poussés comme. Mais est-ce que tu penses que, parce que Roger, il a battu, le record est resté pendant très longtemps. Sampras, 14, c'est resté pendant longtemps. Le jour où il le bat à Wimbledon, il passe à 15, il l'égale à Roland et après il le bat à Wim. Est-ce que tu penses que ça, c'est des trucs, tu sais, quand tu es le pionnier, c'est dur. Tu sais, comme tu as dit, c'est une grande histoire d'amour. Mais tu peux pas te laisser biaisé par, quand même, tu dis 24 grands chelems, mais il n'y a pas que les 24 grands chelems quand même. Il y a la place de numéro 1 mondial aussi. Il y a tous les Masters 1000 qu'il a gagné. Mais ça commence à faire beaucoup. Sur le palmarès, il n'y a pas photo. Ouais. Mais l'héritage que tu as, je trouve que Federer a laissé un plus grand héritage dans le tennis que Novak Djokovic. Mais ça, c'est sûr. Mais ça, c'est sûr. Et ça, tu pourras jamais. De toute façon, dans le cœur des gens, la plupart, c'est Roger ou Rafa, pour ceux qui adorent Rafa. Ça, je pense que ça sera dur à le détrôner. Comme si tu veux comparer au basket, tu auras toujours des gens qui, tu pourras me dire ce que tu veux et il peut gagner autant de titres qu'il veut, LeBron. Pour moi, ça sera toujours Michael Jordan. Là-dessus, on est d'accord. Tu vas pas retourner ta veste dans 5-6 ans pour LeBron. Non, pas du tout. Et au-delà de ça, Novak Djokovic. En fait, c'est la définition du GOAT. C'est est-ce que c'est celui qui a gagné le plus ou est-ce que c'est celui qui a transcendé son sport? Voilà, c'est ça, juste la définition. Sinon, c'est un débat qui faut tout englober. Éternel, évidemment, c'est chacun nos sensations. Pour moi, il faut tout englober. Pour moi, il faut tout englober. Ça, je suis d'accord. Pour la définition du GOAT, il faut tout englober. Mais tu vois, quand je vois Novak Djokovic, tu dis qu'il n'est pas populaire. Mais quand tu regardes l'US Open et que tu as Tom Brady qui vient le soutenir, qui était dans sa loge. Il y avait plein d'acteurs, Matthew McConaughey. Parce que Federer est à la retraite, sinon Tom Brady est dans la loge de Roger. Mais bien sûr. Mais non, mais c'est juste pour le débat. Je me dis, la dédicace qu'il fait à Kobe Bryant, c'est super sympa quand même. Bien sûr, le 24, il gagne le 24, il met le maillot 24. La dédicace, elle est incroyable. Enfin, mais en revanche, je suis d'accord qu'en termes de popularité, on a l'impression que Novak, il arrivera jamais. Il arrivera jamais au niveau de Roger et Rafa, mais il était très détesté, je dirais jusqu'à 3-4 ans. Mais là, depuis 2-3 ans, il force le respect, quoi. Il force le respect, et s'il continue, et imagine, il monte à 30 grands chelems. Ça va être dur quand même. Mais tu sais que le coquin, il peut monter à 30 grands chelems. Bien sûr qu'il peut. Bien sûr qu'il peut. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je supporte Carlos Alcaraz. Voilà. Mais s'il monte à 30 grands chelems, est-ce que pour autant, ça changera notre vision du fait que Roger Federer, lui, a vraiment poussé le tennis? Jamais. Et puis, alors là, on va rentrer dans les détails. Federer, sur un terrain, c'était un gentleman. Novak a trop laissé paraître de choses sur un terrain qui fait que c'est pour ça aussi que les gens qui n'aiment pas. De choses les coupures où il fait semblant de se transformer en Kaiser Soze, il est à l'agonie et après il met 6-0. La pause pipi pour couper le rythme des matchs. Son histoire de je suis anti-vaccin, donc je loupe des tournois du Grand Chelem. Il est disqualifié à l'US Open parce qu'il cisaille une ramasseuse de balles. Il y a beaucoup de griefs contre Novak qui fait qu'on a un petit peu, parfois, il y en a eu aussi autour de Nadal. Sur son bras qui du jour au lendemain est devenu énorme, de soupçons de dopage et tout ça. Et c'est vrai qu'autour de Roger Federer, il n'y a jamais eu tout ça. Roger, il n'y a rien. Il n'y a jamais eu les trois, il n'y a rien. Les trois, il n'y a rien. Les trois, ils sont pareils. Tu ne peux pas parler de dopage à un moment donné. Enfin, moi, Rafa, je ne pense pas non plus. Non. Les trois sont trop forts. Rafa, il est incroyable parce qu'on parle beaucoup là de Roger et Novak, mais Rafa, quand même, ce qu'il a fait, c'est énorme et cette domination qu'il a eue. Roland Garros, ça n'arrivera plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Je suis d'accord, ça n'arrivera plus jamais. Le mec, il a gagné avec un pied beau. Ouais. Il se faisait injecter, il sentait plus son pied, il a quand même gagné Roland Garros. Et puis, je pense que Rafa est peut-être le GOAT au niveau de mental. Après, moi, ça me gêne, hein, les injections alors qu'on joue. C'est vrai, ça te gêne? Bah oui. Soit tu peux jouer, soit tu joues pas. À partir du moment où on te fait une injection parce que tu as mal, tu caches une douleur. Mais dans ces cas-là, si tu as une angine, tu ne prends pas de Doliprane alors? Ah bah, il y a certains sports où ils ne peuvent pas prendre de Doliprane. Hein. Ah, j'ai l'impression que là, on a Leslie Boitrel, journaliste vélo. On a changé de sport, là, j'ai l'impression. Non, mais il y a tout ce truc autour du cyclisme et du dopage et tout ça. Et effectivement, tout leur est interdit, quasiment, les produits. Alors, du coup, ils sont peut-être en avance sur plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que le vélo, il paye les cyclistes qui entendent dire que Rafa, il a fait 15 infiltrations sur la quinzaine de Roland, bah, ça fait sauter les... Voilà. Ça fait grincer des dents. Ça fait grincer des dents. Mais le vélo, il paye ce qui est Lance Armstrong et compagnie aussi. Et c'est vrai que là, ça n'a rien à voir, c'est pas dans le conduit, mais c'est vrai que... On casse le conduit. Mais c'est vrai que le cyclisme aujourd'hui
avec tout ce qui s'est passé, Mais ils peuvent plus prendre la un moindre demi-tonne. performance hors norme de Vingegaard ou de Pogacar, ils font des performances exceptionnelles et t'as tout de suite dans la tête. Alors je sais pas si pour vous c'est ça. Mais Moi tout de suite dans la Bien tête sûr. j'ai c'est chelou. Lance Armstrong a discrédité ce sport en fait. Toutes les performances grave. aujourd'hui de vélo Pas te mettent un doute. ah bah Et, tout le temps. et- et- il y et a eu parfois je suis triste pour ces Christina mecs-là qui travaillent des années et des D'accord. années, Des années, des des années, séquences d'entraînement hors normes. T'as toujours ce doute-là qui est fou. Exactement. Tour de France, les performances sont scrutées en disant mais regardez Pantani il allait pas aussi vite alors que il était chargé comme un fou. Moi, je serais cycliste professionnel, ça m'embêterait en fait. Doute qu'il n'y a pas autour des trois GOAT, on va dire que les trois le sont dans leur catégorie, que ce soit Djokovic en Moi, je termes pense que les de trois, ils palmarès, étaient ça, que ouais. ce soit la surpuissance de Nadal, que ce soit la classe de Federer. Il n'y a Non. pas ce doute Non. qui existe. Non. Moi, perso, non. Je pense que J'ai les pas trois, envie. ils Après, on étaient pourra tomber peut-être notre piédestal dans quelques années. Après, t'as des mecs qui sont hors normes aussi. Usain Bolt a été hors norme en athlétisme. ça. Bolt. Et tu t'aperçois qu'en fait, c'était un génie de son sport. En fait, il avait des ça. prédispositions. Puis même le corps qu'il avait. Grand. Mais il faut une Mais base. c'est comme s'il avait il faut des prédispositions il était né de base. et on avait créé le corps parfait pour faire l'athlétisme. Franchement, Bolt, c'est incroyable, comme Michael Phelps pour la Tu natation. vois, Bolt, s'il était C'est tombé pour incroyable. dopage, je pense que j'aurais été triste. Ah ouais, moi aussi. J'aurais été triste. Ah ouais, moi aussi. Ouais. J'aurais plus foi en l'humanité. J'aurais Ouais. dit non, c'est pas possible. Ouais, je suis Alors qu'il y a eu d'accord. Ce eu monde gros est pourri. soupçons autour de l'équipe de match Jamaïque. Voilà. Bon, on reviendra pour la discussion des GOAT. Hein, parce que moi, j'adore ces discussions de GOAT de différents sports. Donc, J'adore tout- les chèvres. Tout au long de l'année, Je suis Il y en a une quelques-unes passion des pour les chèvres. chèvres, tout comme au long de Thibaut l'année, Pinot. on aura des discussions comme ça. Mais bon, j'ai une surprise pour ceux qui nous regardent. J'ai réussi à avoir une discussion avec le big boss de la NBA, Adam Silver. I'm excited to interview you when they told me. I'm excited to be interviewed by you. Oh, Adam, It's in my mutual. country. Yeah, well, thank you. Thank you. But thanks for doing this. And I wanted to know, my first question is why so much trust and confidence in France? Is the second game? Why the French market? A few reasons. You have a lot to do with it, honestly. When you look at the NBA players from outside the United States, a number that continues to grow. We now have more players from France than any other European country. You know, 9 currently in the NBA. I think part of the reason, because France is not the largest country in Europe, is the great sport tradition. You know, I don't think it's an accident. There's the last 2 World Cups, you know, great tennis players, great athletes in many sports coming out of this country. And so for us, we see an opportunity in a sport-loving country like France, you know, to do even more. And part of doing more is bringing games here, the enormous interest it creates. You played in many All-Star games, and it's not quite an All-Star game, but the atmosphere is a little bit All-Star-like when we bring these regular season games over here, in that it allows us, you know, where we a date certain on the calendar, unlike playoff games, you know, to have all our partners come together. We have business symposiums here. We have former players and some of the current players are here participating in clinics. We have meetings with governmental officials. I know we met with President Macron this morning. So it has all, I think, the ingredients for building long-term success here. And I think also a little bit as I look pan-European, when I started at the NBA, it was right around the Dream Team, coincidentally, in 1992. And in some ways, if we're honest with ourselves, we're all a little bit disappointed. While incredible talent has been generated out of Europe, we haven't been able to do more league-wide or pan-European. And I think now that maybe the focus for us should be a little bit more country by country, because the politics involved in broader European initiatives are beyond me. I mean, so we see opportunity here. We see great leadership here politically. And on top of that, with the Paris Olympics coming here, and you know firsthand what an incredible showcase basketball has been in the Summer Olympics. So all those reasons, we're really excited to be here. I feel like it's in the DNA of the NBA to grow the game. It was always part of the plan, and in Asia, India. And so that's why I think if we do more games, it can be only a benefit, you know, for the NBA. I agree. It's just about finding the right balance. The other thing that is more prevalent
than you play, than when you played, is that there's a lot more science. I think not all of it has been firmly established around the impact of rest on players, the impact of travel. So while a lot of teams and coaches do embrace it, that I think the other side of the coin is people telling us that be careful because if players lose sleep or that you overwhelm them with travel, they're more likely to get injured. And so, of course, I always say if players didn't play, they're less likely to get injured, that's for sure. But part of just living our lives, and certainly playing as an NBA player, there's a chance you get injured, and I think we have to find that right balance. But as you said, I like the way you put it in terms of this manifest destiny. I mean, certainly you knew David Stern well. I worked for him for many years. It was always this belief, and I think it goes beyond business, that this is a great game. And in the same way that football is truly a global sport, so is basketball. And I think it's incumbent on us at the top of the pyramid, working with FIBA Federation and the local federations around the world, to take all that has been bestowed on us, all these great benefits we have, whether as a player or whether as a league executive, by being so fortunate to be involved in this game, to share it with others, including, the vast majority of people we're sharing it with, boys, increasingly girls with the WNBA, will never play at a high level. It's just, though it's life skills, it's joy, it's competitiveness, it's great values that come from respect and teamwork, all the wonderful things that are part of sport. But as you well know, I mean, you're in a rare era of the most elite, but so many people who followed you play, you've inspired them to be great lawyers or great doctors or great at whatever they do, or great parents. And that's all part of what sports, I think, brings to society. Funny because you talked about '92 in the Dream Team, and that's when it started, for me. And I know Pau, Dirk, it was the same thing when we watched the Dream Team and inspired us. How do you assess, the evolution of the European players when you look at Luka, Giannis, and Jokic? Jokic. You think the NBA is going to do even more with the EuroLeague? You do a lot in Africa right now to do the African League. How do you see the future in Europe, and can we see maybe one day an NBA Europe? So all great questions. As you know, we've had relationships with the EuroLeague since back around the Dream Team in '92, and honestly have been on the sidelines most recently as the EuroLeague has tried to work through many different issues. I mean, it's my hope that those issues will get resolved, and that will enable us to sort of to create a stronger partnership going forward. I mean, for us, great basketball being played anywhere to us is a benefit to everyone and to our league. I mean, and I think despite turmoil in the EuroLeague, or not achieving what we all hoped it would back in '92, it's certainly that these great club systems and strong supports from sports ministries, country by country, certainly hasn't in any way impeded, if anything, has supported the growth of great young players. I mean, it's not an accident. Those players we talked about, whether Jokic or Luka or Giannis, they all played at a young age. They all played in programs that were supported, in many cases, either by the government or by a club, and it's a very different system in the United States, and came up through that. So I think it's important that we continue to actively participate with all these, the different factors. But I will only say for the NBA, partly because, we're an ocean away. Sometimes politically, the disputes that have gone on within the EuroLeague are beyond us. It's just it's culturally different than what we're experiencing. Yeah, some of them I've been in those meetings. Yeah, they're long-standing, Yeah. and in many cases, I'm just saying, work it out and then come to us when we're ready. And so I don't think there's any question we'll be back to doing more with the EuroLeague at some point. NBA TV is growing too a lot. I see that you're following Victor. And so that's why I was thinking maybe one day all of the fans around the world, with the time difference, you can watch the NBA, you can watch NBA Africa, maybe NBA Europe. I think it's a great thing, obviously, for us, for our country. What you think about Victor and the impact that he can have in the NBA? Well, yeah, just to start where you were on NBA TV or the NBA app, it is quite remarkable because now you can have a central place where wherever great basketball is played in the world, you can just open the app or
click on, you know, the website and you can watch it. And, you know, I was saying before that all of us who grew up with more traditional television, if, you know, it was, you know, whether it be Canal Plus or beIN, it's that there's only one game on, you know, at 8 p.m. Now it's unlimited. It's even live. It's just that you can have as many streams as you want. So that enables to do that. And as you said, the sun is always rising and setting somewhere in the world, right? So you can do that. So that creates just an opportunity for the sport, potentially for the NBA. In terms of Victor, he's spectacular. You know, he has, as I said before, all the fundamentals that will enable him to potentially become a great NBA player. And I say potentially just only to take the pressure off him, but also to recognize that, as you know, you can only prove it on the court. And, you know, champions are created, they're not born, you know, and you've been part of multiple championships, and we'll see. I'm encouraged by the fact that not just his extraordinary height and athleticism, but again, from what I've been told, and I know you know him, he's a very bright young man, he's very committed to his sport. Those elements are just as important as you know. And so it's been nice to have his games on NBA TV, as you said, because then for all the curious fans, whether in the United States or everywhere, who have just maybe saw a highlight on YouTube or TikTok or somewhere, can say, all right, now I can really watch a full game and see what his skills really are. So I'm hugely excited about him coming into the NBA, but we'll see. What's your biggest dream for the NBA? Is that a place like, obviously is like keep growing, and we saw a great sale lately with the Phoenix Suns that beat the old record, actually beat it like by a lot. What's like your biggest dream and where you want to see the league, let's say in 5 to 10 years? Well, it's nice to see franchises, of course, growing in value, but it's not so much what I dream about. I think what I dream about is the sport becoming even more popular. I would say I'm a big soccer fan, and I truly enjoyed the World Cup. I'm sorry for the outcome, but it was an unbelievable final, though. It was unbelievable. It was amazing. I read that 5 billion people on this planet watched some portion of the World Cup. Oh, it was 5 billion. You see, wow, 5 billion. Yeah. So, and I think from the NBA standpoint, I mean, we're both very competitive people, and I see 5 billion watch the World Cup. 5 billion people maybe one day will watch the NBA Finals, you know, or the Olympic, finals. So, to me, what I dream about is that the sport of basketball impacting even more young people's lives. And I think, as I said, that I recognize that somewhere in the world right now, there's a young boy dreaming of being you, a young girl dreaming of being in the WNBA, and that's what motivates them. And it's one great thing about this sport that I'm sure, as you did, you can practice by yourself, you can practice with one person, you can practice with your team. So learn to shoot, learn other aspects of the game. But I also, something that I've seen in my years at the NBA, that sports really does inspire people. I mean, sometimes people get too cynical, I think, or skeptical who are in the league about the true impact sport can have. But for those young people who may feel at times in their life that they don't have a real path to greatness or don't feel hope, I think it can provide hope when people learn the stories behind these great players. As I love as the WNBA grows too, you know, women and men, boys and girls, that they can see that, wow, this is something I can really have a big dream, and I can go learn these values, apply them the same way NBA players do, that, oh, it really does take discipline, and I really have to care about my body, and I have to care about my mind, and I have to learn to work with others at the same time learning individual skills. That to me is the dream, that, you know, that we can share those values across the board and that provide true inspiration and joy to people who watch the games. Recognize it's the great competition, but also great entertainment, and that we through all this new technology in ways we never could have dreamed of years ago, you can easily make it accessible. You know, in the furthest corners of Africa, you know, or, you know, South America, wherever people are living, that they take out their phone and it's like, wow, I can watch the NBA Finals, I can watch great FIBA competition, I can watch EuroLeague. So that's my dream, and I think that it's what keeps me going to keep growing this game.
Let's do it. 5 5 billion would be good. That would be a good number. Thank you, Adam. Thank you, Thanks for Tony. your time. Yeah. Thank you. And congratulations on the Hall of Fame Thank nomination. you. You know. Thank you. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais remercier Adam Silver. C'est pas tous les jours qu'on va avoir une interview avec le patron de la NBA. Donc, on avait fait Horse la dernière fois. Ouais. Un chevet d'animal. Comme on est quand même un show international ESPN, on va faire Pig. We're gonna do a pig. Ok. 3 letters. Oh shit. Tu veux que j'appelle Chip England? C'est à moi? Bon, allez. Je l'attente, hein. C'est jamais. Tu l'as mis tout à l'heure, hein. J'ai vu. Hein. Je t'ai vu t'échauffer. Mais Allez. non, elle l'a mis encore. Non, demain. Elle l'a fait à deux mains. Moi aussi, je préfère à une main. Généralement, on tire avec une main en arrière. Oui, mais alors, excuse-moi, Oui, je y a fais pas ce de que je problème. veux. Y a avec pas mes de cheveux, problème. d'accord. Allez, vas-y. Ah, coquine. Et tu sais déjà, tu nous as mis une lettre. Ouais. Oui, mais c'est déjà, de génial. base, j'ai gagné. Déjà, t'as réussi J'ai ton gagné. game déjà. Sur une jambe avec la planche. Ok. Oh, Oh là là. Je vais lancer la balle contre la planche de ce côté-là et je vais la récupérer de l'autre côté pour un petit layback. mais bien sûr, évidemment. Et n'hésite pas, surtout fais-le comme tu viens de le dire. C'est pas vrai. Ça va être un grand moment, ça va être un grand moment. C'est bon, c'est fini. Moi, je suis mort, moi. Je pense que j'ai le i. Oh! Oh Yes! Voilà, Yes! grand moment de télévision. J'ai failli tout perdre. Ah bah non. Ah bah non, là tu l'as mis direct. Allez, Allez, I. on fait tourner le ballon sur le doigt comme ça Mais oui. et on tire avec le poing. Pas mal celui-là. Mais c'est pas mal. J'avoue, la créativité, c'était pas mal. J'avoue, c'était pas mal. Aïe, tu lâches pas l'affaire avec ton truc. Hein. Ah, il sait que c'est mort. T'as la main droite ou main gauche? À droite. À droite, Oh là là. c'est en quoi dessous, ce- ouais, voilà, comme ça. C'est quoi ce truc? Ah, là, c'est ça. Mais c'est dans l'idée, c'est ça, dans l'idée. c'est Mais ça. pas de Dans muscle. l'idée, c'est ça, dans l'idée. Dans l'idée, c'est ça. Bon, bah, moi, je vais faire du pig. Perdu, pig. Merci. Good game, good game. Pig. Mais Tipeee, qu'est-ce que tu fais? Attention, tu peux. Oh, bah non! Bon, bah voilà, Stephen, vainqueur. Merci. Bravo. Merci. Félicitations, hein, bravo. Merci, Belle planche. Moi, mais je mets quand même un highlight. Sur le premier. Non, play of the game. Ouais, Play of ouais. the game. Le tir. en J'avais arrière pas de le choix. Leslie. Faut de l'audace. Play of the game. C'est la fin du Squeak Show by Tony Parker. Tous les vendredis soirs à 18h. Ciao! Salut.